Merci et d'être là. On va démarrer avec une table ronde autour des indicateurs sur l'état des pollinisateurs et l'état de la pollinisation. Il y a déjà eu plus que des allusions hier en plénière et puis évidemment dans les différents ateliers. Et en plénière notamment, je vais vous présenter d'abord mes trois intervenants. Zafarini Owingabire, qui est économiste spécialisé en environnement et agroalimentaire, qui est chargé de recherche à l'INRA de Dijon, dans l'UMR agroécologie, et qui travaille notamment sur un projet européen pour soutenir les politiques de protection des pollinisateurs sauvages à l'échelle de notre Union. Thibaut Gandara, qui est doctorant au CRESCO, au Centre d'écologie et de sciences de la conservation du Muséum national d'histoire naturelle à Paris, qui a consacré une thèse de doctorat sur comment mesurer la pollinisation en milieu agricole intensif. Et enfin, Bertrand Schatz, que beaucoup de gens connaissent déjà, directeur de recherche au CNRS et directeur du GDR Pollinéco, biologiste des populations et écologue au CEF, au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive du CNRS à Montpellier. Donc je disais, on a déjà évoqué hier en plénière, et notamment avec Asvaël, je sais, les problèmes d'inventaire, d'identification et de connaissance, de façon plus générale, des pollinisateurs. Je rappelle, mais vous connaissez mieux le sujet que moi, qu'il y a environ 1 millier d'espèces d'abeilles en France, davantage d'espèces de pollinisateurs dans le pays, cirfes, mouches, papillons, etc. Mais qu'une poignée de spécialistes, je crois, on m'a dit 5 ou 4, 5, capables de déterminer à peu près tout ce qui bouge en termes de pollinisateurs ou en tout cas en termes d'abeilles. Pour déterminer donc les pollinisateurs. Alors, ma première question à Bertrand, en fait, Asvaël nous a parlé hier qu'il y avait des trous dans la raquette. Quand on en a discuté pour préparer cette table ronde, tu me l'as évidemment confirmé. Donc, est-ce qu'il y a des groupes de pollinisateurs ? On va le redire ici parce que tout le monde qui était hier n'est pas forcément là aujourd'hui. Donc, c'est peut-être bien de recadrer un petit peu ça avant notre discussion plus générale dans cette table ronde. Donc, est-ce qu'il y a des groupes de pollinisateurs particulièrement mal connus et des territoires de la même manière, voire des écosystèmes qui sont moins bien inventoriés que d'autres ? Oui, des trous dans la raquette. On parle souvent d'abeilles sauvages, de cirfes, mais parmi les diptères, il y a tout un tas d'autres mouches où des fois on a 1 ou 2 spécialistes à l'échelle nationale. Et puis, par exemple, là, dans le plan pollinisateur, il y a un groupe de travail sur les trames noires, mais on a du mal à avoir des personnes qui sont spécialisées sur les pollinisateurs nocturnes, donc des papillons nocturnes. Là, il y a peu de gens, vraiment peu de gens. D'accord. Et au niveau, je sais pas, territoire ou écosystème ? Territoire, oui, il y a toujours un petit peu des trous par département, par région. Les gros manques, c'est en Outre-mer aussi. Ouais. La France, d'une façon générale. Donc, qui inclut les Outre-mer, les milieux un peu difficiles. Et puis la tendance naturaliste à ne pas aller dans les endroits où voilà, des milieux agricoles intensifs, des milieux peut-être urbains. Voilà. Parce que hier, il me semble que a été montré par Asvaël, il me semble, je n'ai pas forcément la mémoire de tout ce qui s'est dit, mais qui avait, je ne sais plus combien d'inventaires qui avaient été faits dans des départements, mais en fait, il y en a un, c'était faible. Il y avait beaucoup de départements qui n'avaient rien fait. Il me semble que l'Alsace était plutôt en tête du travail, et encore pas sur tous les groupes. Alors, c'est une dynamique émergente. Donc là, justement, on a un numéro spécial dans une revue où on va essayer de recenser un petit peu les départements qui ont des listes. Il y en a beaucoup qui ont des listes en projet. Et puis il y a tous ceux qui aimeraient faire, mais qui n'ont encore pas démarré l'initiative. D'accord. Okay. Mais en gros, peut-être moins d'une dizaine qui ont une liste établie. Ouais. Peut-être une vingtaine en projet de départements. Donc ça vous donne une idée un petit peu des trous à l'échelle nationale.
D'accord, ok. Alors, par rapport à ça, évidemment, on est confronté à ce problème-là. Je suppose que c'est lié à un manque de spécialistes. Le coût des 4-5, c'est... 4-5 pour les abeilles, peut-être une dizaine d'experts si on considère tous les jeunes qui montent et qui commencent à monter en compétences, mais qui ne font pas encore tous les genres d'abeilles. Il y a une 50aine de genres d'abeilles. Sur les cirfs, on doit être pareil à 4-5 qui font tout et une dizaine qui commencent à balayer un petit peu toute la France. Après, quand on va sur des groupes plus ciblés, on tombe sur 1 ou 2 spécialistes. Les mouches classiques, on a 2 spécialistes en France, quoi. Mmh. Alors, plutôt que d'essayer de désespérément et en vain donc de tout inventorier, Thibaut, tu nous indiquais dans la réunion de préparation qu'on a eue que vous développiez une approche particulière qui était basée sur 3 indicateurs. Je les rappelle ici, ou je les indique ici: les habitats favorables aux pollinisateurs, l'estimation rapide des communautés existantes et la fonction de pollinisation à travers des données de rendement des cultures. Et que c'était à partir de ces 3 indicateurs que vous essayez d'inventorier ou en tout cas de renseigner à l'échelle de biotopes ou de territoires que vous pouviez déterminer l'état des pollinisateurs dans ces territoires. Et ma question par rapport à ça, c'est est-ce que d'abord, ça a été, quand c'est que ça a été à peu près implanté, cette méthode? Est-ce qu'elle donne de bons résultats? Est-ce que, en particulier sur le 3e indicateur qui est la fonction de pollinisation, là, on n'est pas vraiment sur un biais où finalement on identifie par ce biais-là plutôt de l'abeille d'élevage Apis mellifera et qu'on oublie un peu les abeilles sauvages qui ne vont pas forcément sur les cultures. Et deuxième question subsidiaire, et puis voilà, tu pourras répondre un peu à l'ensemble, c'est est-ce que vous arrivez à intégrer le fait que et à discriminer pesticides ou pas pesticides? Parce que c'est évidemment une question clé, on l'a vu largement hier, et notamment dans les ateliers productifs. C'est bon, on m'entend, je pense. Déjà, merci pour l'invitation. C'est la première fois que je me prête à cet exercice et je suis très content que ce soit aux Assises Arthropologia. Donc, ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer d'y répondre un peu point par point sur tout ce que tu as pu me demander, là, Vincent. Donc, juste pour resituer un peu notre approche, on a une approche plutôt basée sur le service de pollinisation qui peut servir de proxy pour l'état des pollinisateurs dans les milieux agricoles. Nous, on travaille principalement sur les milieux agricoles plutôt intensifs, car un peu plus simples à étudier, vu que c'est des systèmes assez simplifiés. Donc pour répondre à ta question, donc je vais prendre un petit peu point par point, indicateur par indicateur. On sait que dans les milieux agricoles, il y a la bibliographie qui le dit, il y a certes les Apis mellifera qui participent au rendement des cultures, mais les abeilles sauvages ont aussi un fort impact. Il y a beaucoup de bibliographies sur le sujet, notamment les travaux de Lucas Garibaldi, qui a beaucoup travaillé dessus. Et donc du coup, on a quand même ce déclin des pollinisateurs lié à l'intensification agricole qui est vraiment très bien documenté, avec des papiers vraiment depuis plusieurs dizaines d'années quand même qui paraissent. Et même cette année, là, en regardant rapidement, il y a 2 ou 3 papiers sur la période des 4 derniers mois qui parlent encore de ça. Donc nous, ce qu'on voit dans les milieux agricoles intensifs, c'est que il y a des espaces qui sont quand même un peu favorables aux pollinisateurs. C'est bien documenté dans la bibliographie, donc il y a eu beaucoup d'études allemandes sur le sujet. Et plus récemment, il y a des études qui sont parues à Toulouse ou à Vienne sur les milieux semi-naturels en milieu agricole qui sont plutôt favorables aux pollinisateurs. Donc, dans ces milieux semi-naturels, pour résumer, il y a des milieux qui vont être favorables à la fois pour la nidification, que ce soit sous le sol ou aussi les pollinisateurs qui vont nidifier en milieu aérien, dans des branches creuses ou des choses comme ça. Et donc on a à la fois des espaces boisés, des haies, des bois, des forêts, et également tout ce qui va être ressources permanentes, des bandes fleuries, des prairies,
j'oublie pas les prairies, Alice, qui fournissent à la fois le gîte quand même, où il ne va pas y avoir trop d'intervention humaine, donc il peut y avoir de la nidification, et aussi beaucoup de ressources florales. Il y a aussi les cultures à floraison massive qui fournissent de la ressource florale, mais sur des périodes assez limitées. Et donc du coup, on a toutes ces informations-là, et ce qu'on va essayer, c'est de modéliser à partir de toutes ces informations-là, en sachant à peu près où il y a des gîtes, où il y a à manger, la répartition des pollinisateurs dans les milieux agricoles. Et donc on fait des cartes, il y a pour ça plein d'indicateurs qui existent différents. Nous on a fait un indicateur assez simpliste, et si vous voulez vous pencher sur des indicateurs un petit peu plus chiadés, il y a une étude européenne qui a été menée en 2013 et qui essaye de modéliser à partir de ça, à l'échelle européenne, la présence de pollinisateurs et donc le service de pollinisation. Donc ça c'était pour le premier indicateur. Le deuxième qu'on a, ah oui, et juste pour rajouter là-dessus, il y a des études très récentes qui montrent que quand même c'est très important les milieux semi-naturels. Il y a notamment une étude sur les cassis en Bourgogne qui a été menée, qui montrait que avec la perte de milieux semi-naturels, l'intensification de la culture du cassis, on avait, je crois, c'était 95% de perte de pollinisateurs. Ouais, 99%, c'était énorme. Et donc en mettant quelques pratiques agroécologiques, ils ont réussi à redynamiser les rendements du cassis. Donc ça, c'était pour le premier. Le deuxième, je vais aller très vite. En fait, l'estimation des pollinisateurs, quand on étudie les communautés de pollinisateurs, souvent, on fait de la capture et on a des reconnaissances à l'espèce. Et vu que nous, on fait du service de pollinisation, on s'est dit, on n'a pas besoin d'aller à ce degré fin de reconnaissance et on va juste utiliser des morphogroupes. Donc c'est fait depuis quelques années, notamment en milieu urbain, en France. Et nous, on a essayé de le mettre en place en milieu agricole pour voir si on retombait sur des résultats assez proches de ce qui existe en bibliographie. Et sur notre première année, on retombe sur quelque chose qui est assez similaire, donc c'est-à-dire un effet négatif des pesticides sur les communautés de pollinisateurs et sur les interactions, et un effet positif des quelques milieux semi-naturels qu'on a sur les communautés de pollinisateurs aussi. Donc juste pour rebondir là-dessus, nous on fait des observations juste visuelles, mais il y a aussi des suivis photographiques comme avec Speeple qui existent et qui sont non invasifs aussi. C'est un peu la logique qu'on a de se dire on n'a pas forcément envie de tuer des pollinisateurs pour les reconnaître à l'espèce, vu qu'on n'en a pas besoin, nous. Et donc du coup, on va juste les observer et ils vont très bien vivre. Ouais. Je veux bien à tous les deux vous poser la même question en fait. Thibaut, merci du détail que tu apportes en fait dans ta réponse. Ce que j'entends, c'est que la présence d'habitats naturels dans l'espace agricole est absolument important. Je le savais, mais ce qui m'intéresse, c'est que dans vos études apparaisse le fait que finalement cette présence-là, donc je les rappelle, bande fleurie et voire présence aussi d'intercultures particulières, etc., particulière mellifère, etc. Est-ce que ce paramètre est plus important qu'une culture non chimique, donc je vais dire bio ou assimilée, ou est-ce que, alors souvent ça va de pair, hein, c'est-à-dire que cette agriculture bio préserve ce type d'habitat, mais c'est pas toujours le cas. Est-ce que ça, vous avez une finesse un petit peu où il y a des études qui nous permettent de, je sais pas, de vérifier? Oui, il y a plusieurs études qui permettent de vérifier ça. Alors, c'est pas toujours aussi simple, c'est un petit peu multifactoriel. En fait, les abeilles nichent au sol. Donc, si on laboure, déjà, on détruit tout ça. Si on fait des bandes fleuries et qu'on traite avec des pesticides le champ cultivé, il va y en avoir un petit peu qui vont aller sur les bandes fleuries. Donc, ça peut aussi se transformer en piège pour les pollinisateurs. Donc, la difficulté, c'est de préserver du milieu naturel sans trop d'action sur ce milieu, à côté des cultures, de façon à ce que les cultures bénéficient de ces pollinisateurs des milieux naturels qui sont voisins. Ouais. Mais tu vois, c'est au cas par cas, vraiment, selon la configuration des champs, la richesse qu'il y a à côté. Voilà, c'est une réponse un peu complexe. Je le supposais, mais... OK. Peut-être tu voulais reprendre des éléments, ou c'était bon? Non, c'était exactement ça. C'est vraiment la stabilité des milieux semi-naturels. On parle vraiment de milieux semi-naturels, il n'y a plus de milieux naturels, qui fait qu'il y a la nidification qui est possible et aussi des ressources florales quand même assez présentes d'année en année par rapport à des champs qui sont ultra variables.
Mais du coup, juste, je rappelle, il y a eu plusieurs interventions, j'allais dire diffuses dans les assises hier, en tout cas plusieurs personnes qui l'ont dit dans différentes occasions. On replanterait des haies un peu partout. Je ne dis pas qu'on serait tiré d'affaire, mais il semble bien que ce soit un élément un peu déterminant. C'est-à-dire que la présence de ces éléments semi-naturels est un élément absolument clé. Je n'enlève pas la question évidemment des pesticides, mais voilà, dans le comment on enraye ce déclin, et c'est quand même la question à 1 million d'euros dans la salle, voilà, ou 1 milliard, non, Oui, plusieurs milliards. Ouais. Ce qui est toujours un petit peu perturbant, c'est qu'on pense à replanter, on ne pense pas à ne pas détruire. C'est ça. Et à laisser pousser. Donc ne pas détruire, normalement ça ne coûte rien. Et laisser pousser, ça ne coûte rien non plus. Donc il faut aussi changer les pratiques autour de ça et arrêter de détruire ce qui existe. C'est un capital. Voilà. Et tous ces milieux naturels qui existent encore, il faut absolument les préserver parce que là, on n'est pas à l'abri de phénomènes de seuil dans ce déclin où en dessous du seuil, on a un déclin beaucoup plus massif. Par rapport à la méthode qu'a présentée Thibault, oui. Bertrand, est-ce que c'est quelque chose qui fait assez consensus dans le milieu, je dirais, naturaliste pour connaître l'état des pollinisateurs, ou en fait, il y a d'autres approches auxquelles toi, tu pourrais faire référence Oui, dans le milieu naturaliste et dans le milieu scientifique, c'est assez massivement reconnu, ce déclin. Non, pas le déclin, la méthode d'approche d'inventaire. Oui, en fait, si on regarde le code de l'environnement, on a les entrées espèces, habitat, fonction. Sur les espèces, on va faire des listes rouges, on va essayer de protéger quelques espèces d'insectes. Sur les habitats, c'est un indicateur indirect de l'état des populations. Je trouve que là où il faut qu'on progresse vraiment, c'est sur la fonction écologique de pollinisation, arriver à avoir des mesures pertinentes et avoir des mesures qui sont applicables par les bureaux d'études quand ils font des études d'impact, de façon à pouvoir aussi regrouper aussi toute la biodiversité commune et pas seulement considérer les espèces protégées. Donc je pense que là, les assos, la recherche doit proposer des protocoles pour appréhender la pollinisation à travers la fonction écologique de pollinisation. Je reviens, j'ai un peu l'esprit d'escalier, je reviens quand même juste en arrière par rapport à notre discussion, et puis aussi par rapport à la remarque de Hugues hier sur le laisser-faire. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, c'était l'idée de dire, mais on fait toute une série de plans, il y a des moments donnés, l'un des plans, j'ai envie de le formuler comme ça, puis Hugues pourra repréciser dans la discussion, c'est aussi d'accepter une non-intervention dans un certain nombre d'espaces qui pourraient être laissés à leur dynamique naturelle, et que ce soit dans les milieux urbains, que ce soit dans les milieux périphériques, ruraux ou évidemment naturels. Par rapport à ça, est-ce qu'on montre, je le suppose, mais est-ce qu'on montre qu'il y a un vrai impact de ça ? Est-ce qu'il y a déjà eu des études qui montrent qu'effectivement, avec des comparaisons peut-être, même type de sol, même type de climat, même type je sais pas, d'altitude, est-ce qu'on montre qu'il y a vraiment une différence d'impact sur les cortèges de pollinisateurs ? On peut le supposer, mais après tout, voilà. Thibault, il travaille dans la Beauce et il est revenu désespéré cette année. Il a passé une journée, il a vu 2 abeilles. Ouais. Donc la Beauce, vous voyez, pas de haies, pas de forêt. Alors je conseille à Thibault d'aller ailleurs, là où il y a un petit peu de haies, comme il y a un petit peu de prairies, et de dire oui, il y a d'autres endroits où ça existe. Et on peut le voir souvent partout, on se met au milieu d'un champ cultivé, et puis on se met au milieu d'une prairie. Ou d'un champ cultivé de façon un peu plus respectueuse en agroécologie ou autre, ou en bio. La différence, elle est assez rapide à voir, même pour le grand public, quoi. C'est assez simple. Je ne sais pas si tu veux commenter ça, Thibault. Oui, c'est globalement ce qu'on a pu observer. Et en fait, il y a aussi les effets de dilution des pollinisateurs dans ces grands champs qui sont vraiment... nous, je crois que c'était 5 hectares minimum, les champs qu'on étudiait, où en fait, il y a
quand même quelques pollinisateurs, mais en fait, vu on n'est pas omniscient, on est obligé de faire des relevés à certains endroits, et vraiment sur les pieds de colza ou les pieds de tournesol qu'on peut suivre, il y a assez peu de visites finalement, parce que il y a déjà très peu de pollinisateurs, et sur le peu de pollinisateurs qu'il y a, il n'y a pas énormément, enfin, ils visitent quelques endroits, mais plus en bord de champ finalement, et en milieu de champ où on va un peu, il n'y a vraiment pas grand-chose, quoi. Oui, il y a la distance de vol aussi. Toutes les petites abeilles ont des distances de vol 200, 300 mètres. Donc, si elles nichent en bord de champ, pour aller au milieu du champ, si c'est un grand champ, c'est juste pas possible. Et juste pour revenir là-dessus, il y a pas mal d'études en fait sur à la fois les milieux semi-naturels et aussi un peu maintenant qui s'intéressent justement à des nouvelles formes de pratiques agricoles, etc. Je fais encore référence aux travaux de Lucas Garibaldi qui a travaillé sur les petites fermes et en fait qui a vu que en plus des milieux semi-naturels et des éléments stables dans le paysage, il y avait quand même un effet très positif des petites parcelles et de fermes un petit peu plus extensives au niveau de leurs pratiques sur les communautés de pollinisateurs. Et c'est une étude assez intéressante justement sur réduire la taille des parcelles pour favoriser les pollinisateurs, avec éventuellement quelques haies ou quelques milieux semi-naturels en présence. Ce qui peut d'ailleurs, du point de vue strictement agricole, aussi avoir des intérêts par rapport notamment aux parasites et autres. Tout à fait. Juste dans le même ordre de questions, est-ce que nous avons des études qui étayent l'impact du changement climatique? Donc avec des comparaisons, là aussi, est-ce qu'il y a quelques études qui existent? Moi, je ne sais pas. Alors, par exemple, l'équipe de Mons a fait des modélisations spatiales sur la répartition des bourdons dans le cadre de différents scénarios. En gros, il y a des espèces gagnantes, il y a des espèces perdantes. Il y a des espèces qui vont voir leur aire de distribution se réduire, aller plus au nord, et puis des espèces plutôt au sud qui vont aller sur de nouveaux territoires. Le problème, c'est qu'on a plus de perdantes que de gagnantes. Donc, c'est aussi un facteur qui va contribuer à simplifier un petit peu les espèces, à aller vers des espèces hyper flexibles, hyper généralistes, et on perd au passage toutes les espèces spécialisées. Et juste pour ajouter, moi, il y a une petite étude que j'aime bien aussi, ça a été fait, c'est en sciences participatives en Grande-Bretagne, où ils ont fait un suivi de sciences participatives sur les plaques d'immatriculation des voitures, où en fait ils ont suivi la biomasse qui pouvait être récoltée d'insectes et qui est en train de se casser la figure. Je crois que c'était sur 15 ans que ça a été mené, l'étude, ou un truc comme ça. Et en vrai, ils voient grâce à la participation des personnes qui ont mis leurs petites choses sur les plaques pour suivre ça, que vraiment ça diminue un peu, comme l'étude de Hallman en Allemagne. Je crois qu'il y a eu des présentations en milieu naturel sur ce thème-là en Nouvelle-Aquitaine, des choses un peu similaires. Tu fais référence aux sciences participatives. Parlons-en 2 minutes. Il y a un programme que beaucoup de gens connaissent ici, initié par le MNHN, SPIPOL, qui a eu un gros succès. C'est évidemment pas le seul en sciences participatives, qui consiste à photographier les pollinisateurs existants. Est-ce que ça, c'est aussi des points d'appui sur déterminer l'état des pollinisateurs? Je sais que là-dessus, vous n'avez pas forcément le même avis. Donc peut-être Thibaut commence. Je vais peut-être commencer et après je laisserai Bertrand prendre la parole, mais c'est un peu prêché pour sa paroisse vu que ça vient de mon laboratoire forcément. Disons que SPIPOL, c'est quand même une entrée pour des personnes qui ne s'y connaissent pas ou qui ne sont pas du milieu écologique au départ vers les pollinisateurs. On a de plus en plus de participants et participantes qui en fait ont rien à voir avec l'écologie au départ et de fil en aiguille, soit leurs enfants qui ont vu ça à l'école ou de bouche à oreille en ont entendu parler et font vraiment beaucoup d'observations maintenant. Il y a des personnes qui travaillent dans l'aéronautique qui font plein d'observations sur les petits tarmacs ou à côté des petits tarmacs où ils travaillent, etc. Donc c'est super intéressant. Et donc forcément on n'a pas de données vraiment à l'espèce, même s'il y a quand même plus de 600 morphogroupes qu'on peut déterminer. Il y a assez peu d'espèces en elles-mêmes qui sont déterminées, mais ça permet de s'intéresser à tous les pollinisateurs déjà, et donc ça c'est intéressant. C'est aussi des données standardisées sur le long terme, ce qu'on n'a pas énormément non plus en France, donc ça c'est super intéressant. Et à partir de ces données qu'on a pu récolter, ces données photographiques et les données renseignées par les participants et participantes, c'est des sciences participatives, donc c'est
que les scientifiques ont besoin de la participation des citoyens pour faire leurs analyses, et ça implique tout le monde dans le processus, et c'est déjà intéressant de ce point de vue-là. Et il y a pas mal d'études qui ont été faites sur justement l'écologie des pollinisateurs et leur comportement, notamment leur comportement en milieu urbain, avec une urbanophilie en fonction du pourcentage de recouvrement de béton, etc., qui a pu être démontré. Et également, ça permet de constituer possiblement des références nationales à laquelle on peut comparer des tendances locales qui peuvent être suivies un peu plus précisément à l'espèce, etc. Et pour finir, je dirais que ce qui est intéressant aussi avec SPIPOL, c'est qu'on n'a pas de réduction taxonomique comme on peut avoir dans beaucoup d'études, où on va s'intéresser aux abeilles sauvages ou aux cirfes ou à certains groupes de pollinisateurs. Là, on ne différencie aucun groupe, et donc on va tenir compte notamment, comme disait Bertrand, des petites mouches qui nous embêtent, qu'on ne sait pas trop reconnaître, qui sont un peu grises, où il y a très peu d'experts. Bon, on les met dans mouches difficiles à déterminer, mais on les considère comme pollinisateurs, et on va considérer tout un panel de plantes également qui peuvent avoir des interactions, sur lesquelles il y a des interactions. Et ça permet, il y a eu une étude, je crois, sur le chardon qui a été faite grâce à ça, grâce à toutes les interactions pollinisateurs-chardon qui ont pu être recensées sur le SPIPOL. Tu avais des réserves, mais... Oui, non, mais on parlait hier de toucher des personnes qui ne sont pas forcément concernées. Ben ça, typiquement, c'est une bonne action de sensibilisation, d'éducation à l'environnement autour des pollinisateurs. Après, c'est frustrant parce qu'on n'arrive pas à identifier toutes les espèces qu'on observe. Et on est sur certains groupes, on est à des proportions assez faibles. Sur les abeilles sauvages, je crois qu'on va arriver à 40, 50 espèces qu'on peut identifier avec SPIPOL. Donc on est frustré par rapport aux 1000 espèces. Mais après, on développe aussi des techniques d'intelligence artificielle où sur la base de photos, on pourrait à l'avenir mieux identifier ces espèces-là. Donc bon, pourquoi pas. Mais ça permet aussi de recueillir, oui, à l'échelle nationale. Alors quand on regarde les points d'observation, c'est aussi centré sur les villes. Oui. Bon, après, 80% de la population est en ville, donc c'est un peu normal, mais on veut documenter aussi ailleurs. Oui. Et là, quand on regarde SPIPOL sur les milieux naturels, c'est beaucoup plus faible. Donc voilà, c'est différentes réserves, mais ça n'enlève pas l'intérêt de SPIPOL. Hein. Est-ce qu'on pourrait imaginer je ne sais pas dans quel temps et avec quels moyens, mais de greffer en quelque sorte à cette démarche de sciences participatives par la photographie un peu de formation en fait de ces personnes-là, ou en tout cas le leur proposer. Et si je dis ça, c'est parce que je pense tout le temps à ces initiatives qui existent dans des pays du Sud, les parataxonomistes. Je ne sais pas si ça évoque des choses dans la salle, mais il y a pas mal de pays où il n'y a juste pas du tout de spécialistes. Alors il y a des one-shots de campagnes, d'inventaires dont on peut penser ce qu'on veut, mais en tout cas qui existent, notamment conduits par le Muséum à l'autre bout du monde, et qui s'en tirent un petit peu, entre guillemets, comme ça, pour avoir un genre de continuum de l'état de la biodiversité en formant les populations locales, en tout cas celles qui le souhaitent, à déterminer... Alors, pas à l'échelle, évidemment, de l'espèce, mais de groupes. Derrière, ça demande des spécialistes qui vont évidemment descendre sur l'espèce. Mais c'est quand même peut-être un maillon entre juste la photographie, je l'envoie, et les spécialistes me disent à peu près, les rangent dans des cases, au mieux. Et puis des choses un peu plus affinées et qui permettent aussi aux citoyens peut-être d'être encore plus actifs dans la démarche autour de la biodiversité. Alors, tu as utilisé le terme, c'est les spipoliens, donc c'est une communauté qui est avec des gens plus ou moins formés. Faire de la parataxonomie, c'est déjà capturer les insectes. Et donc, dire qu'il faut conserver les insectes en les tuant, c'est toujours un petit peu délicat. Ouais. Donc là, SPIPOL, c'est aussi une façon de diffuser cette info-là, et plutôt que de trier des bêtes qui sont dans l'alcool, on pourrait déjà classer des bêtes à partir des photos. Et avoir des critères un peu généraux pour savoir les différences entre une mouche et une abeille. Voilà. Après, sur des groupes un peu plus compliqués, savoir un peu les grandes familles d'insectes. Mais oui, la parataxonomie est intéressante sur ces aspects-là, mais peut-être qu'il faut l'adapter à ce déclin massif et donc passer au tri des photos plutôt qu'au tri des bêtes.
Et juste pour ajouter, il y a quand même de l'animation autour de Spipol avec des rencontres qui sont organisées avec les différents Spipoliens. Une fois qu'on a la newsletter, etc., c'est organisé. Et justement, il y a un peu de formation. Il y a surtout en fait du retour sur les données qui ont été récoltées, les tendances sur l'année, etc., qui sont faits aux participants et aux participantes de Spipol. Hier, on parlait de YouPoms. Pourquoi pas inclure une communauté locale de spécialistes à certains endroits qui pourraient assurer le suivi de certains sites. Enfin, c'est quelque chose qui peut être envisagé. Un petit pas de côté, Zaffareni, j'ai dit tout à l'heure que vous travaillez en particulier sur la valeur, j'ai envie de dire comme ça, de la pollinisation, et on en reparlera tout à l'heure, c'est une valeur pas simplement économique, hein, et c'est ça particulièrement que vous regardez. Est-ce que vous avez le sentiment, dans les études que vous connaissez ou que vous menez, qu'il y a une conscience notamment des citoyens consommateurs de ce déclin, et vous avez l'impression que c'est quelque chose qui évolue positivement ou pas vraiment? Merci. Merci Vincent. Au fait, oui, c'est dans certains endroits, évidemment, surtout dans les pays développés, il y a cette conscience, cette prise de conscience par rapport à l'état actuel des insectes pollinisateurs. Notamment, il y a une étude qu'on a menée dans la région Occitanie, où la question primordiale était de demander aux citoyens lambda si ils ont la volonté de contribuer à la protection des insectes pollinisateurs. Dans cette étude-là, ce qui en est ressorti, c'est qu'ils étaient positivement preneurs à cette proposition, et parmi par exemple, les éléments qu'on appelle les bénéfices des insectes pollinisateurs, notamment aux fruits et légumes locaux qu'ils produisent, ou des fleurs sauvages où ils se promènent les week-ends avec leur famille, etc. Là, on avait aussi mis l'élément des insectes pollinisateurs soi-même, en elles-mêmes. Et du coup, ce qui est ressorti de cette étude-là, c'est qu'ils voulaient contribuer même beaucoup plus pour les insectes en elles-mêmes, pas forcément à l'usage qu'ils en tirent ou aux bénéfices qu'ils en tirent. Donc, on voit que au moins dans certaines régions, ils sont plus sensibilisés, notamment, je pense qu'il y a aussi le fait des médias qui en parlent, oui, et les initiatives politiques qui sortent, qui fait que les citoyens commencent à en prendre conscience au problème. Et du coup, ils allaient même à dire qu'ils peuvent contribuer à autour de 40 € par mois pour protéger, s'il y a des actions à faire, les insectes pollinisateurs en elles-mêmes. Ça, on va y revenir aussi sur le lien entre l'économie, les habitudes de consommation et ce déclin. Par rapport à la conscience grand public, il y a quelqu'un, je ne sais plus qui, disait le problème, c'est qu'on a des visions un peu d'un déclin linéaire. Or, ce déclin, il n'est pas linéaire. Il y a des effets de seuil. Est-ce que ça, c'est des choses que vous observez, chacun des trois, sur ce problème-là, et du coup, ça facilite pas quand même en fait la compréhension du mécanisme? Est-ce que, je sais pas, c'est urgent. On fait une étude, on a, je sais pas, 100, 150 insectes, on la refait 5 ans plus tard, on en trouve 20, 30, quoi. C'est urgentissime. Si on a perdu 40, 50%, même 70% des insectes selon différentes études pendant les 40 dernières années, on ne peut pas refaire 40 années comme ça. C'est pas possible. Donc il faut changer. On a vu là dans les ateliers, on était pour une approche disruptive par rapport à la situation actuelle. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à produire, à attendre que tout arrive dans les supermarchés. C'est pas possible. Ça, à un moment donné, ça va décliner, on se retrouvera en face du mur. Et quand on a des milieux très appauvris, où on veut on souhaite le retour des insectes, on fait tout pour que les insectes arrivent, on s'aperçoit de toutes les difficultés qu'il y a. C'est pas aussi évident que ça de renaturer en faveur des pollinisateurs. Donc ça va se passer par une recolonisation de proche en proche, avec déjà des généralistes, puis ensuite, après plusieurs années, les spécialistes reviennent, mais
c'est pas aussi simple de restaurer cette diversité fonctionnelle de pollinisateurs. Justement, sur les phénomènes de recolonisation, de restauration, tu peux, ou avec Thibaut, préciser un petit peu les contraintes, les pas de temps. Tu dis, c'est de proche en proche, ça prend, je sais pas, est-ce qu'il y a eu des essais? Est-ce qu'il y a eu, enfin des essais? Est-ce qu'au moins, je vais le formuler autrement, la restauration d'un certain nombre d'habitats favorables a vraiment permis de mesurer de la recolonisation? Et en gros, ça prend combien de temps? C'est quel type de pollinisateur? Bon, c'est des questions un peu trop générales, j'en suis conscient, mais est-ce que vous avez quelques exemples pour nous éclairer là-dessus? Je vais parler un peu, moi je ne l'ai pas du tout fait au niveau expérimental, mais un peu des papiers que j'ai pu lire, c'est que globalement on ne sait pas trop. Il y a beaucoup d'incertitudes sur en fait, l'état des pollinisateurs au départ quand on va restaurer, le nombre d'années que ça va mettre pour revenir, etc. Juste pour en exemple qu'on avait vu au GDR, c'était sur les papillons à Marseille, où en restaurant des parcs urbains, en mettant en place des mesures environnementales dans les parcs avec des prairies, etc., c'était, je crois, 7 ans pour qu'un papillon endémique revienne. Donc, juste pour qu'il revienne, c'est-à-dire qu'il y en ait un qui soit observé. Oui, je suppose que c'est très dépendant en fait du cortège végétal lui-même, c'est-à-dire son temps de recolonisation. Ouais, ils ont replacé les planteaux des papillons dans les parcs urbains, et en 10 ans, ils sont passés de 10 à 40 espèces. C'est possible, et ils ont fait des kits pour transférer cette technique-là. Donc si vous tapez PUP à Marseille sur vos smartphones, vous allez voir, et il y a des kits pour adapter cette technique-là dans d'autres villes. Donc là, on sait faire sur les papillons parce qu'il finalement, il n'y a pas de nid. Ils peuvent se développer du moment qu'ils ont leur plante hôte. Alors les plantes hôtes pour l'alimentation et pour le développement des larves, qui peuvent être des plantes différentes. Sur les abeilles, on ne sait pas trop faire pour l'instant. Moi, je plaide pour faire des îlots de sénescence de prairies. Alors même s'il y a du pâturage. Ça veut dire quoi, des îlots de sénescence? En fait, les îlots de sénescence, on a l'habitude de les faire en forêt. Parce qu'en forêt, on est sûr qu'on va donc ne pas couper les arbres pendant... On revient sur le laisser-faire, entre guillemets. Voilà, donc vraiment la sénescence sur au moins une centaine d'années. Si on faisait ça en prairie, de façon à conserver une diversité floristique et une diversité en insectes, il n'y a rien qui nous empêche de faire ça en prairie, c'est juste qu'il y a du pâturage qu'il faut gérer de façon à être compatible avec la conservation des pollinisateurs. Et en plus, ça pourrait servir de prairie de fauche qui permettrait d'exporter cette fauche sur d'autres prairies qu'on veut restaurer. Après, il n'y a pas vraiment de recherche sur la restauration écologique des colonies, des communautés d'abeilles. On ne sait pas vraiment comment ramener une espèce dans un endroit. On attend un peu que ça se passe tout seul, mais c'est un thème qui mériterait d'être plus exploré. Et surtout que c'est à penser sur des temps longs qu'on n'a pas forcément dans la recherche. Moi, je crois qu'un des seuls articles où j'ai vu un petit peu ça, c'était un article autrichien qui se basait sur des données naturalistes opportunistes qu'ils avaient eues sur un même lieu pendant une centaine d'années, avec des trous, bien évidemment. Et en fait, c'était l'inverse. C'était pas de l'intensification agricole, c'était un milieu assez intensif agricole au départ qui s'était petit à petit enfriché avec quelques haies qui s'étaient replantées, etc. Et en fait, ils avaient observé dans les insectes capturés une augmentation du nombre d'abeilles sauvages, c'était sur les abeilles sauvages, qui nidifiaient dans les parties hautes, donc c'est-à-dire dans des tiges creuses ou qui n'étaient pas forcément dans le sol. Et donc il y a eu une augmentation de ces abeilles sauvages-là, alors qu'elles n'étaient quasiment plus présentes sur un milieu agricole sans aucune haie, sans aucun enfrichement. Je vais ouvrir un premier temps de débat avec la salle et de questions ou d'interventions. Donc le principe, c'est on fait tourner la parole et puis on essaie de poser des questions pas trop longues. Il y en a une là. Et les réponses pareilles, pas trop longues pour qu'on puisse en prendre pas mal.
Oui, Oui, je vous en prie. donc très rapidement, je vis dans une vallée alpine. On a l'idée souvent que les Alpes sont les montagnes sont des réservoirs de biodiversité. Je vois l'aide qu'on a apportée à Arthropologia pour les bourdons nous a montré que nous, on avait déjà 25 des 36 espèces d'Auvergne-Rhône-Alpes dans notre vallée. Donc, qu'est-ce qui existe pour être plus positif que ce que vous dites, même si c'est tout à fait juste, hein, mais pour redonner un peu le moral à tout le monde, est-ce qu'il y a des études sur les montagnes, et pas uniquement les Alpes, hein, et les moyens de reconquérir cette biodiversité, de redonner cette biodiversité aux alentours des montagnes? Les montagnes. Un peu moins d'abeilles. À partir de 2000 mètres, on passe à une dominance de diptères, de cierves, d'ampides. Les papillons sont assez riches en montagne. Comment reconquérir? Là, avec les changements climatiques, les espèces ont tendance à aussi remonter en altitude. Mais plus on remonte en altitude, plus on perd de surface. Je crois que quand on passe de 1000 à 2000 mètres, on perd 17 fois de surface en France. Comment reconquérir? Conserver des prairies naturelles, pas retourner. Conserver en fait ce que les pollinisateurs ont besoin, c'est-à-dire de l'alimentation avec plus ou moins de spécialisation et des sites de nidification et quelques points d'eau, mais en montagne, c'est pas le problème. Juste du bon sens, en fait. On parlait de laisser des coins évoluer naturellement. Il y a beaucoup de pâturage. Il y a beaucoup de problèmes de surpâturage. Donc des problèmes d'eutrophisation aussi. Donc tout ça, c'est des changements de flore qui impactent les pollinisateurs. Donc voilà, juste des règles de bon sens. Déjà, on ferait beaucoup d'avancées avec du bon sens. Oui. Ouais. Oui, alors une contribution, bonjour à tous. J'aime bien ta notion de bon sens, mais je ne pense pas que ce soit aussi facile que ça. Sachant qu'effectivement, nous devons trouver des solutions opérationnelles vu l'urgence. Donc il faut avoir des messages positifs et surtout des solutions venant de la science et de la technique pour qu'elles soient réellement efficaces, appliquées. Donc c'est un appel en fait à un collectif à vraiment essayer d'abord de dégager ce qu'il faut techniquement faire de manière opérationnelle, avoir des messages simples et pas du type ouais mais ça dépend, c'est compliqué, même si c'est la réalité, pour que ça se fasse. Voilà. Parce qu'on est face à une urgence. Donc il faut que, en milieu agricole, mais ailleurs, il y ait des solutions opérationnelles qui soient appliquées et appropriées par les enjeux, par les acteurs. La deuxième chose, c'est des règles de bon sens. Oui, mais en agriculture, par exemple, le maintien des prairies permanentes, c'est un enjeu majeur. Et ce n'est pas simplement une règle de bon sens. C'est une stratégie agricole. Hugues a parlé hier du système polyculture-élevage. Ce système se casse la figure de manière irrémédiable. Les agriculteurs sont engagés à faire du végétaux, de la grande culture. Et donc à supprimer toutes les prairies, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est la réalité. Donc ce n'est pas simplement une règle de bon sens, c'est vraiment une stratégie agricole avec un modèle agricole par derrière qui garantit la pérennité des prairies. Je vais vous donner un exemple. Dans le sud de la Manche, j'étais il y a quelque temps avec ma femme. Il y avait 4 bœufs de 4 ans dans une petite prairie. J'ai dit, tu vois ça? Eh bien, dans 2-3 ans, il n'y en aura plus. Et les gens qui font ça, il faudrait leur donner une médaille. Voilà. Parce que c'est là, vous allez faire des diagnostics de pollinisateurs, vous en aurez beaucoup. Dans quelques années, il n'y en aura plus. Et ce n'est pas si simple que ça, c'est un modèle agricole qu'il faut défendre. Oui, mais justement, si je peux me permettre, le bon sens, c'est aussi... moi, je l'entends sur une mise en cohérence, surtout, des interventions publiques, parce que, Michel, vous êtes au ministère de la Transition,
mais allez convaincre surtout vos camarades du ministère de l'Agriculture. Ah, c'est un enjeu, c'est un enjeu. Non, 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 mais par derrière... Non, non, attendez, on peut pas dire que c'est l'État... Alors, d'une part, ça, vous pouvez m'applaudir, parce qu'effectivement, c'est un enjeu, et c'est une tâche colossale. Difficile. Ils ne sont pas là, donc on s'entend très bien, que d'aller... Mais il ne faut pas, encore une fois, Vincent... vous dites, oui, c'est l'État. Alors, le soutien agricole est important en matière de politique agricole commune. Il faut avoir des bons outils. Mais parallèlement, nous sommes tous embarqués. Le modèle agricole, c'est un modèle qui ne concerne pas simplement l'État ou la puissance publique, qui ne concerne pas simplement les agriculteurs, mais également les consommateurs et toute la société. Si nous voulons des prairies permanentes, nous devons avoir de l'élevage et un certain mode d'élevage. Et la polyculture, élevage dont parlait Hugues, largement. Alors, il ne s'agit pas de revenir à l'agriculture de grand-papa, comme j'ai dit, mais quand même. Et ça, il faut bien voir que sur les territoires, ça disparaît. Oui, pour oui. différentes raisons. J'entends bien, Michel. C'est une manière concrète. Donc, ce n'est pas si simple. C'est pour ça que je réagis sur des règles de bon sens. Ces règles de bon sens Mais ne quand sont même, pas la si puissance simples à mettre. publique a une responsabilité absolument clé, ne serait-ce que par les budgets. Bertrand faisait allusion aux prairies. Très bon exemple. Prairies ou friches, les politiques européennes traduites dans le droit français, et donc qui devient la politique agricole française, on revient sur les friches, on revient sur les prairies, on revient aussi sur les financements à long terme de la conversion et du soutien dans cette période extrêmement compliquée. Bref, il y a toute une série d'indicateurs qui sont quand même extrêmement incohérentes par rapport aux injonctions écologiques publiques. Il y a un moment donné, cette mise en cohérence et une urgence. Vous parliez d'urgence ? Oui. Ça ne suffit pas. Il faut les agriculteurs, les Certainement. pour aller entretenir les prairies permanentes. Si ce n'est pas ça, vous verrez. Mais il faut les aider dans ce sens-là. Hugues ? Est-ce que je peux inciter les représentants de la ferme du Grand Laval à dire quelques mots sur leur modèle ? J'allais les solliciter un petit peu plus tard, donc voilà. Oui, alors je vais dans le sens de Bertrand sur les alpages. Le surpâturage entraîne le tassement du sol dans les alpages, le dépôt de matière organique, fécale, urine, etc. Et donc l'eutrophisation, la charge en azote et la modification des conditions édaphiques. Et donc c'est plus du tout les mêmes plantes, et ça se voit bien dans les plateaux, où on a une disparition totale des fleurs au profit des plantes nitratophiles que sont les orties, les rumex, les chardons et les plantes décompactantes, etc. Donc on perd de la diversité du fait de la concentration des animaux et de l'éparquet. Mais on perd aussi de la diversité du fait qu'on monte des dizaines de milliers de vaches et des centaines de milliers de moutons qui sont tous traités, à moins qu'ils soient en bio, en interne et en externe, et à chaque fois qu'ils perdent des poils, qu'ils font pipi, qu'ils font caca, ils déposent des matières toxiques, et ils intoxiquent notamment les 70% des abeilles qui nichent dans le sol. Bon, c'est juste un petit pas de côté. Les prairies permanentes, on a eu une présentation au GDR avec les prairies anciennes, elles n'existent plus, c'est quelques pourcents, c'est vraiment peau de chagrin, et on a une diversité écologique, bactérienne, microbienne incroyable dans ces prairies qui n'existent plus. Les prairies permanentes en fait ont disparu, mais ce n'était pas le sujet de mon intervention, puisque c'était revenir sur l'évaluation, les niveaux d'évaluation. Évaluer par la science, c'est extrêmement compliqué, long, coûteux, cher, et ça demande des experts. Et c'est nécessaire et indispensable pour avoir de la robustesse dans les résultats. Mais, je reviens sur le bon sens, en réalité, c'est quoi les principales causes ? Destruction des habitats, pollution, effectivement, en les inversant, ces causes, par le bon sens, c'est-à-dire en rétablissant les milieux. Donc ça, c'est la manière d'agir. Et comment est-ce qu'on évalue ? Eh bien, en évaluant justement ces surfaces, pas par la diversité entomologique, parce que c'est trop complexe, trop long, trop cher, mais peut-être par la diversité des habitats, des micro-habitats, et de la botanique, qui, elle, n'est pas plus simple, mais les plantes, elles ne courent pas, et un très bon botaniste, en 2 ou 3 passages à l'année, il est exhaustif sur un site. Et donc, on pourrait qualifier la valeur végétale et donc nutritionnelle des pollinisateurs pour les fleurs, pour les feuilles, donc pour les formes larvaires aussi, d'autres formes de pollinisateurs, mais aussi la connectivité, donc diversité de strates, de contours, de diversité végétale, de habitat, de micro-habitat et connectivité. Et ça, évidemment, c'est une des mesures principales des destructions du vivant. Si on arrive à ajouter des zones qui ne sont pas traitées ou qui sont moins soumises au traitement intensif, parce qu'évidemment, ça arrive du ciel, et bien évidemment, c'est des mesures de bon sens qui nous permettraient, 1, de le rétablir, 2, de mesurer effectivement, alors Michel en a parlé souvent dans le plan pollinisateur, plutôt que toujours vouloir avoir la finesse et la précision qui est la justesse et la robustesse de la science, il faut le faire, mais parallèlement, il faut aller bien plus
efficacement sur de la mesure à grande échelle de biotopes réhabilités selon les critères scientifiques robustes. Ok, je vais continuer. C'était pas une question, donc je vais continuer à prendre des questions, remarques. Oui. Juste pour rajouter éventuellement sur Oui. cet aspect, peut-être donner de l'espoir, mais il y a quand même des scénarios qui sont assez bien pensés de la part de l'INRAE et du CNRS sur l'agriculture de demain, qui n'est pas forcément uniquement une approche biodiversité et qui n'est pas uniquement l'unique approche, mais c'est aussi repenser à partir des habitudes de consommation, ce qui est préconisé par l'OMS, etc., au niveau des apports, et de se dire comment on pourrait repenser l'agriculture de demain au niveau de sa spatialisation, relocalisée, etc. Et donc il y a des scénarios qui existent, qui sont assez bien travaillés, assez vulgarisés aussi, et qui sont assez intéressants à aller voir, même s'ils ne sont pas trop creusés d'un point de vue biodiversité. Ils sont assez intéressants, je trouve, comme exercice de pensée. Ouais. J'imagine que Scénario After 2050, vous connaissez. Solagro. Et si ce n'est pas le cas, allez voir. Il y a des scénarios de sortie d'usage des pesticides. Solagro et... Oui, je vous écoute. Oui, bonjour. Justement, pour rebondir sur ce que tu disais, dans le monde des entreprises, on cherche à faire des aménagements en faveur des pollinisateurs. Et notre gros souci, c'est que justement, on n'a pas d'indicateur facile à utiliser pour pouvoir montrer les actions positives. Parce que hier, dans la table ronde, on disait il ne faut pas parler des pollinisateurs, il faut parler du bénéfice qu'on peut en tirer. Pour les grosses entreprises, notamment d'infrastructures, le bénéfice, c'est justement de pouvoir mettre en valeur les actions positives, notamment avec la CSRD et les nouvelles demandes d'indicateurs dans les rapports extra-financiers. On demande de mettre toutes ces données-là. Et aujourd'hui, faire des indicateurs où on doit faire passer des écologues 10 fois sur le terrain, c'est pas possible pour les entreprises. Donc comment on peut mettre en place un indicateur facile d'utilisation pour des non-spécialistes pour mettre en valeur les actions concrètes mises sur le terrain? Là, sur les entreprises, j'imagine que vous pensez à des projets d'aménagement du territoire. Là, déjà, il y a tout un tas de guides qui existent au niveau des carrières, au niveau des bords de route, enfin, différents milieux. Je pense que déjà, en inventoriant la flore et en associant la flore à tous ces pollinisateurs, rien qu'avec la flore, on a déjà des indicateurs assez qui permettent de dégrossir un petit peu la situation et de savoir si on est sur un milieu qui est ou qui devient favorable aux pollinisateurs. Mais on peut en discuter un petit peu après. J'ai une question là et une autre là. Oui, là juste... Après, je prends les... D'accord, je prends les 3 dernières parce que là, le temps tourne. Allez-y. C'est juste, on va revenir un peu en Beauce, mais je sais bien qu'on peut mettre des protocoles de dingue, mais quand on traverse une parcelle de 5 hectares de tournesol et qu'on voit pas d'insectes, enfin, ça suffit. Donc, pour moi, je ne suis pas ingénieur agronome, mais les tournesols, le colza a besoin d'insectes. Enfin, s'il n'y a pas d'insectes dans les prés, dans les cultures, il n'y a pas de rendement, il y a un défendrement. Enfin, je sais, on peut faire le tour du pot pendant 20 ans. On dit à un agriculteur que dans son champ de tournesol qui a besoin d'insectes, qu'il n'y a pas d'insectes, maintenant on en fait quoi? Voilà, c'est tout. Oui. Oui, juste 2 points là-dessus. Donc, c'est tout, ça marche pas. Je veux dire, ça fait 20 ans que les scientifiques le disent qu'on a un souci, on n'avance toujours pas. Donc, apparemment, il faut quand même changer le discours. Et 2, sur les indicateurs, je vais revenir avec le point qui avait été donné par l'anthropologue sur les moustiques. Je veux dire, vous pouvez demander aux scientifiques tous les indicateurs du monde. Déjà, un indicateur simple pour la biodiversité qui est complexe, ça n'existe pas. Donc c'est la même chose qu'essayer de vendre un monde sans moustiques, ça ne marche pas. Donc on ne peut pas vous vendre un indicateur simple, ça n'existe pas. Donc maintenant, on peut aller dans la pollinisation, et là, on va être plus simple, comme les modèles qui sont tout à fait valables. On va avoir encore une vision très fonctionnelle, très utilitariste de la biodiversité. Là, ça va être simple. Mais si vous voulez quelque chose de complexe et je veux dire de complet, c'est pas simple. Voilà. Donc ça, il faut, je pense, l'intégrer aussi. La biodiversité, les écosystèmes, ce sont des interactions complexes et c'est pas un, c'est des choses. Voilà. Donc il faut augmenter aussi notre niveau d'expertise et accepter d'aller vers cette complexité, quoi. C'est ça, et pas dénier la réalité de la complexité. Merci. Une intervention encore ici. Bonjour.
Alors, du coup, on protège ou restaure ce que l'on connaît et on constate du coup un manque d'experts. J'ai aussi, donc Hugues a dit qu'il fallait avoir une approche par micro-habitat, mais ma question était la suivante. Est-ce que du coup, la démocratisation d'outils tels que l'usage d'ADN ou d'ADN environnemental ou d'intelligence artificielle peut être utilisée au service de la connaissance? Et si oui, quelles sont les limites de ce genre d'outils, en tout cas actuellement? Voilà. Tu veux que je commence? Vas-y. C'est qu'on n'a pas encore tout fini sur l'ADN, parce que pour l'instant, c'est pas encore de l'ADN environnemental. C'est en projet. Je crois qu'il y a un projet de test qui est en train de se monter là-dessus sur les pollinisateurs. Mais sur l'ADN, je crois qu'il y a 600 espèces d'abeilles sauvages où il y a eu un barcoding dessus. Donc c'est en travail, quoi, mais c'est pas fini. Et c'est sûr que ça permettrait éventuellement de se passer en partie d'envoyer les collections quand on a fait les captures à des experts pour la reconnaissance, etc., qui est un processus très long, et d'avoir juste la reconnaissance par ADN. Et donc il y a d'autres méthodes qui commencent à se développer. Bertrand l'avait évoqué, par photographie. Il y a notamment des travaux qui sont menés, et c'est en fait très exploratoire pour l'instant, sur la prise de photos d'ailes d'abeilles sauvages, ou je crois que ça ne se limite pas aux abeilles, il y a les cirfes aussi, où les éventuellement aussi, c'est envisagé. Et en fait, c'est aussi pour travailler sur le non-invasif, c'est-à-dire on va juste mettre un coup de CO2 au pollinisateur, il va être KO pendant quelques minutes, on prend en photo et après on le relâche. Et ça permet aussi d'avoir des suivis non-invasifs qui sont éthiquement peut-être plus respectables pour certains chercheurs ou chercheuses. Ok. Juste pour compléter là-dessus, pour rebondir, oui, donc on est en train de les développer et il y a déjà des choses qui sont fonctionnelles sur les suivis avec l'intelligence artificielle. Par exemple, ils mettent en place les suivis de papillons de nuit à l'échelle européenne. Il y a l'intelligence artificielle, elle est en train d'exploser, elle va arriver dans les années à venir. De manière plus ou moins fonctionnelle, ça va s'améliorer, mais c'est en cours et ça va être un outil supplémentaire. Moi, j'aurais bien aimé savoir, du coup, un peu plus sur la valeur perçue par la population de ces pollinisateurs. Et en fait, ces indicateurs, comment est-ce qu'ils vont être reçus par le reste de la population et quel impact ils vont avoir pour le changement des pratiques, si c'est possible. Mais merci, parce que ça me permet, voilà, ça fait la liaison avec la deuxième partie, donc sur le service de la pollinisation. Donc on va répondre à cette question, et notamment avec Zaffarini, qui ne va pas répondre tout de suite à la question. Mais je ne la perds pas. Depuis pas mal d'années, une quinzaine à peu près d'années, il y a différentes équipes qui travaillent à évaluer le service de la pollinisation, et notamment qui l'ont évalué économiquement et financièrement. Je rappelle, en 2007, il y a plusieurs équipes, notamment celle du LAMETA du CNRS à Montpellier, qui évaluaient que les insectes pollinisateurs contribuent à 70% de la production mondiale des espèces cultivées, consommées par les humains, et à 84% en Europe. Et la valeur financière dépasserait les 200 milliards de dollars à l'échelle mondiale. On a différents chiffres, etc., pas qui traînent, mais en tout cas qui sont dans la littérature. Zaffarini, moi, la première question que j'ai par rapport à ce nombre d'études, il y en a quand même beaucoup depuis 15 ans. Est-ce que vous avez l'impression qu'elles sont à peu près fiables et finalement qu'elles prennent bien en compte l'impact de la pollinisation de tout le végétal, ou uniquement d'une toute petite partie du végétal, et finalement qui nous donne une photographie très très partielle? Bon, très bonne question. Au fait, sur la question de la fiabilité, oui, c'est fiable. Et puis, je rajoute aussi que ça aussi, il faut quand même comprendre qu'au niveau, en termes de production quantitative, c'est autant de pourcentage, mais quand on regarde de la valeur monétaire, ça baisse largement, ça devient de 8 à 10% de la valeur
de la production agricole au niveau mondial, par exemple. Et du coup, là, c'est aussi la question, la deuxième question sur est-ce que ça prend en compte tout? Non, pas du tout. Ça prend en compte tout simplement les cultures marchandes dont on connaît sur le marché, notamment mondial. Donc, il y a beaucoup de cultures déjà qu'on n'intègre pas parce qu'on ne sait pas encore quelle est la contribution des insectes pollinisateurs à la production de telles cultures. Et deuxièmement, c'est que ça reste quand même une valeur très, très spécifique qu'aux biens marchands. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres cultures qui ne sont pas sur le marché, qu'on ne saura pas évaluer en utilisant ces méthodes-là. Donc, le prix aussi. Donc, ils sont fiables, mais il faut quand même garder en tête que ça ne concerne qu'une très petite partie de la valeur monétaire. Et ce que vous rajoutez, et c'est vraiment, je pense, le sujet de vos travaux, c'est de dire, attention, ne nous focalisons pas uniquement sur la valeur marchande et financière de la pollinisation en termes de production, qu'il y a d'autres valeurs qui sont des valeurs peut-être plus immatérielles. Et je veux bien que vous développiez un peu cet aspect-là qui est absolument essentiel. Ouais, ok, je réponds, je la passe. Alors, tout simplement pour mettre un peu du cadre, quand on essaie d'évaluer vraiment la valeur monétaire en économie, c'est que nous on prend en compte que toutes les valeurs, donc la valeur d'usage qui inclut la valeur marchande, donc des biens qu'on peut acheter sur le marché, mais aussi les biens non marchands, notamment les fleurs sauvages qu'on peut trouver dans les prairies, dans le paysage, qu'on apprécie quand même quand on fait une petite balade, etc. Mais il y a aussi notre aspect de valeur de non-usage. Ça veut dire quand on pense par exemple aux générations futures, ce qu'on va les léguer, par exemple, ou par exemple en espèces en elles-mêmes. En espèces, je n'ai pas compris. Valeur qu'on peut attribuer aux espèces. Ouais. En eux-mêmes. Oui, en eux-mêmes. Donc, ça veut dire qu'on essaie de prendre en compte toutes sortes de valeurs, ce qui n'est pas forcément tous mesurables avec une unité monétaire. Je tiens quand même à préciser aussi pour différents acteurs, certaines valeurs vont être beaucoup plus importantes par rapport à leur travail, par exemple. Pour les entreprises agroalimentaires, ils seront beaucoup plus intéressés, par exemple, par une valeur instrumentale par rapport à ce que les insectes pollinisateurs contribuent à leur production, ce qui est compréhensible. Donc, ils feront beaucoup plus attention par rapport à leur type de culture, à ce qu'ils produisent, etc. Et essayer de faire en sorte que ça augmente la production. Mais pour les autres acteurs, notamment les consommateurs, comme parlait tout à l'heure, il y a tant de valeurs qui les concernent. Et c'est pour ça qu'on est allé essayer de voir quels sont les citoyens, quel est leur ressenti, quels sont leur consentement à contribuer à cet effort-là, de façon collective. Ce qui s'est montré positif, mais là, la question reste à comment opérationnaliser tout ça. Comment informer un consommateur qui veut contribuer à l'effort, peut-être des entreprises, des agriculteurs qui font ce genre d'initiative. Mais aussi, il y a d'autres acteurs comme les acteurs politiques où là, il va aussi y rajouter une autre valeur, par exemple, nutritionnelle. Quelle est la contribution des insectes pollinisateurs sur les aspects nutritionnels, par exemple, des fruits et légumes, vu que c'est parmi les cultures qui en dépendent le plus. Donc, ça voudrait dire que la sensibilisation aussi au niveau des politiques, il y a un enjeu vraiment important à creuser ce que la contribution des insectes pollinisateurs sur cet aspect-là nutritionnel, ne serait-ce que pour la santé publique. Donc, on essaye aussi de lier tous les services et aussi à la société de façon assez vraiment globale.
dans tout ça, il y a aussi notre valeur intrinsèque. Il y a beaucoup de gens qui se sentent beaucoup plus concernés par le problème des insectes et le déclin, l'état des insectes pollinisateurs par rapport à ce problématique-là, parce que c'est moral et éthique. Et ça devient de plus en plus vraiment présent dans les études que je fais maintenant, même au niveau européen. C'est aussi un élément important pour la protection des insectes. Mais ça, c'est intéressant. J'ai un doute sur le fait que l'industrie agroalimentaire, par exemple, le prenne de plus en plus en compte, cette dimension. Je me souviens d'une publicité, alors je ne sais plus quelle était la marque, de céréales ou de biscuits, qui mettait en avant le fait que c'était produit dans un certain nombre de conditions qui permettaient, et on l'avait sur le paquet, de préserver la biodiversité. Et on avait un papillon ou une abeille, etc. Ce type de message, par exemple, de packaging, je ne l'ai pas trop revu ces dernières années, mais peut-être que vous allez complètement infirmer ce que je raconte et que c'est de plus en plus pris en compte, je ne sais pas. Non, ça reste quand même à l'état de recherche et d'initiatives qui peuvent être mobilisées ou menées. En fait, il y a une coopérative dans le sud de la France qu'on a travaillé ensemble. On essayait aussi de travailler avec leurs agriculteurs parce qu'ils essayaient de réfléchir à ce label-là, mais ils n'ont pas encore développé. Ça reste... Qui était quoi comme label plus précisément? Et ils pensaient au fait à mettre un insecte, une abeille, pour informer le consommateur par rapport aux pratiques de quelques agriculteurs qui essayaient de mettre, par exemple, les laits et faire d'autres pratiques et préconiser pour donner l'habitat aux pollinisateurs et aussi à diversifier la culture pour avoir un peu plus de la pollinisation des insectes, notamment sauvages. Mais ça, c'est pas encore... Moi, je pense qu'on est toujours à l'étape de la mobilisation, de l'information. L'opérationnalisation, en tout cas, dans la société, il reste à espérer, si j'ai envie de dire. Mais ce qui est sûr, c'est que les consommateurs prennent plus en plus conscience du problème et la société. Côté production, on n'est pas encore arrivé à... Peut-être on l'attend, mais il y a aussi les compromis, il y a aussi la complexité de la chose, notamment les indicateurs, comment le faire, etc., qui fait que il n'y a pas encore d'action au niveau côté production. Juste un point avant de passer la parole pour un complément à Bertrand. Vous avez fait allusion tout à l'heure au fait que les consommateurs étaient prêts à dépenser 40 € en plus. Je ne sais plus. Alors, est-ce que vous pouvez préciser de quoi il s'agit exactement? Oui, en fait, c'est genre 40 € par ménage, par mois. Par mois? Oui. C'était énorme. Ça veut dire que ce n'est pas représentatif du tout. C'est parce que c'était dans la région où il y a déjà... C'est une zone atelier de l'INRA depuis 30 ans. C'était où, en Occitanie? C'était en Occitanie. Ouais. Et du coup, cette zone, ça s'appelle Vallée Coteau de Gascogne, comme vol d'expérimentation. Donc, ils sont déjà en avance, on va dire, sur ce problématique-là. Et il y a beaucoup des travaux qui... Et précisément, ils étaient prêts à mettre 40 € par mois en plus pour des achats qui étaient fléchés comme favorables aux pollinisateurs, c'est cela? Non, là, ils proposaient carrément de créer une sorte comment dirais-je, une association où ils contribueraient avec cette somme-là parce que c'était après les Gilets jaunes. Pas du tout confiance au vecteur taxe. Donc, ils voulaient faire les choses, mais par eux-mêmes. D'accord. Donc, mettre en place cette sorte de contribution sur le territoire. Et donc, pour bien mener certaines actions favorables aux pollinisateurs. Mais il faut aussi savoir qu'eux, ils ont déjà commencé, par exemple, pour les espaces publics. Ils ont arrêté de faire, par exemple, le désherbage avec les produits.
ils proposent qu'une fois de temps en temps, ils vont faire à la main, collectivement. Donc, c'est qu'ils sont déjà sensibilisés sur tant d'autres choses. Et il y a aussi une radio locale où il y a les agriculteurs, parce que pour les agriculteurs de cette communauté-là, ils sont aussi concernés par leur image. Ils ne veulent pas qu'on les associe avec les pratiques qui sont contre le bien de la société. Donc, ils essayent vraiment d'aller dans le sens où ils mobilisent aussi autour de leurs pratiques, les aspects, enfin, les pratiques environnementales. Donc, on ne va pas dire que ce sera toute la France, ce ne sera pas demain, mais cette conscience montre qu'il y a peut-être ça au niveau de la société, mais qu'est-ce qu'on fait de ça ? C'est aussi à savoir. Mais ça, j'aime aussi l'aspect de bon sens dont on parlait tout à l'heure. C'est vrai qu'au moment où on a quand même compris qu'on a des trous par rapport à ce qu'on peut dire en termes de l'état des insectes pollinisateurs, mais avec cette manque, si je peux dire ça comme ça, on peut toujours quand même envisager de faire quelque chose encore en termes de valeur, parce que, en tout cas, en économie, la valeur, ça dépend de la perception de chacun. Oui. Et cette perception dépend beaucoup aussi de l'éducation, d'où on vient, de les connaissances qu'on a de base. Elles ne sont pas forcément objectives financièrement. Bertrand, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, sur les services, donc c'est une vision très anthropocentrée, c'est comment la nature nous rend service. Et donc, il y avait ces aspects évidemment de quantité alimentaire, mais les aspects de qualité alimentaire sont aussi très importants. Donc, ça a été signalé par l'IPBES. Donc, cet apport en vitamines plus important, en oligo-éléments, qui sont associés aux aliments issus de la pollinisation par les insectes. Après, il y a tous les services de régulation des écosystèmes. S'il y a plus de pollinisateurs, il y a plus d'insectes, et donc il y a plus d'insectivores, il y a plus de prédateurs d'insectivores. C'est à la base une chaîne alimentaire assez importante. Après, il y a tous les services culturels, tous les savoirs, les pratiques, tous les savoirs apicoles, tous les savoirs qu'il y a autour de ces pollinisateurs. Puis après, il y a tout ce qui est loisirs, il y a tous ces services culturels un peu immatériels qui sont assez importants. Donc c'est assez transversal, et à chaque fois qu'on a un endroit, on est forcément concerné par les pollinisateurs, que ça soit en ville, en milieu agricole, en milieu naturel. Ok. Thibaut, rapidement. Et juste pour compléter, donc Jérôme avait déjà évoqué ça hier sur ce qu'il faisait à Chizé, justement sur les services au niveau de la qualité. C'est fait depuis quand même quelques années sur la dépendance aux pollinisateurs, etc. Et juste pour rigoler un petit peu, nous on a essayé de mettre ça en place dans les expérimentations qu'on a fait. Donc on a mis des cages d'exclusion de pollinisateurs. En fait, ce qu'on n'a pas observé, on n'a pas observé justement l'effet de la pollinisation vraiment, parce que tout a été bouffé par les pucerons dans les cages, et on a plutôt observé, on suppose, l'effet justement qu'il n'y a pas de régulateurs qui sont dans ces communautés de pollinisateurs, et s'ils ne sont pas là, il y a vraiment beaucoup de pucerons qui prolifèrent, et donc il y a vraiment un service qui est apporté par ça, parce que c'était traité quand même à l'intérieur des cages. Je veux revenir avec Zaffarini sur un point. On a, alors vous nous l'avez dit, c'est plutôt fiable, même si ça ne prend pas en compte tout. On a un état de la pollinisation, on a décrit plutôt un impact de la pollinisation du point de vue de l'activité économique. Est-ce qu'à l'inverse, je dirais que on a des études qui montrent, qui chiffrent le déclin de la pollinisation? Est-ce qu'on a des études qui montrent que depuis un certain nombre d'années, la valeur de pollinisation a décru? C'est intuitif évidemment, mais est-ce qu'on l'a objectivé par quelques chiffres ou on ne l'a pas parce que c'est très très compliqué à faire? Je ne sais pas. Alors, jusqu'à maintenant, on a quelques endroits, quelques pays qui ont les données, très peu, ou sur certaines espèces, dans la base des données de IUCN, qui dresse la liste rouge, on voit, mais ça reste vraiment très peu, et dans très peu d'endroits. Donc, on est toujours dans l'incertitude en termes de données.
Et même dans les interviews, les enquêtes que je mène, il y a toujours ce questionnement derrière, que ce soit avec les spécialistes et les chercheurs, qui disent on n'a pas la base. On essaie de faire, mais on n'a pas la base. On ne peut pas dire si on décline ou. Ouais. Mais il y a quand même aussi comme un consensus avec tout type d'acteurs, que ce soit dans le business et les politiques, mais les scientifiques aussi. Il dit même si on n'a pas les données, mais on pense que ça décline. Oui. Donc c'est ça l'état d'esprit que je peux dire. Bertrand ? Je vais encore passer pour le pessimiste de service, mais les listes UICN, elles disent moins 36% des espèces qui sont menacées pour les cirques, 25% des bourdons, 9% des papillons et des abeilles. On parle d'espèces, on ne parle pas d'abondance d'espèces. Oui, ma question, elle est peut-être mal comprise, c'est égal combien de pertes par rapport à la valeur qu'on attribuait au niveau mondial, européen ou français de la pollinisation. C'est ça ma question. Est-ce qu'on a quelques chiffres là-dessus qui illustrent ce déclin, qui est une autre lecture, quelque part, de ce déclin ? Une autre lecture, c'est les insectes qui sont sur les bandes autocollantes, sur les voitures qui traversent des kilomètres. Et on n'a pas de chiffres. Des chiffres financiers sur l'impact pollinisation. Il y en a ou pas ? Apparemment, il n'y en a pas, sinon vous les sortiriez. Il y a des études qui disent moins 42% d'insectes en Europe, moins 50%, moins 70%. Il y a l'étude de Hallman, mais non, on n'a pas le chiffre dont tu parles. D'accord. Parce que c'est trop complexe, non, mais c'est trop localisé. C'est trop complexe, mais c'est quand même très complexe. Moi, j'ai regardé les données du Lameta, puis il y en a plein d'autres, qui évaluent la valeur économique. Alors, j'ai bien entendu toutes les précisions et les subtilités qu'apporte Zaffarini, très utiles sur la valeur non matérielle, etc., d'une valeur non matérielle. Mais cette valeur qui est financière, cette financiarisation, je dirais, de la pollinisation, pourquoi on n'a pas cette même donnée sur le déclin? Parce que franchement, en termes d'impact, je me souviens que quand les milliards étaient affichés, associés à la pollinisation, ça a fait le buzz dans les médias. De la même manière, j'ai envie de dire, mais pourquoi on le chiffre pas financièrement pour dire, voilà, le déclin, ça veut dire ça aussi? Mais parce que c'est ce que disait Denis, c'est complexe. D'accord. Bon. C'est plus complexe que l'inverse. C'est ça que j'ai un peu du mal à... Franchement, que tu saches si c'est moins 35% ou moins 40%, il faut aller au-delà de ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Certes, mais pour le grand public, ça a peut-être son importance. Voilà. Mais c'est peut-être tellement absurde ou tellement général que ça n'a aucun sens. Je veux bien l'entendre. En fait, oui, Vincent, je peux te donner la réponse parce que nous, on simplifie justement pour faire cette évaluation monétaire. Mais cette simplification, ça amène à dire, au fait, qu'on va supposer qu'il y a l'extinction totale des pollinisateurs, par exemple. Quel sera l'impact ? Donc, cette valeur monétaire qu'on a citée tout à l'heure, de 8 à 10%, qui va quand même aller jusqu'à 300 milliards, ça veut dire que c'est quand on n'a pas du tout les insectes pollinisateurs dans notre système, par exemple. Ouais. Mais aussi, on utilise les simulations parce qu'on n'a pas justement les données de combien de déclins exact et sur tout type de culture. Du coup, on s'y pose, par exemple, 100% d'extinction, 50%. C'est ça, c'est la modélisation. C'est la modélisation parce que, justement, on ne peut pas faire autrement. Oui, j'entends très bien. Juste pour compléter, cette étude que tu cites, Vincent, qui a été faite en 2005, ça se base sur des données de 2005, mais en fait, il y a déjà eu des pertes de rendement avant. Et ça n'a pas été... Je pense qu'ils l'ont considéré dans l'étude, dans leur tête, mais vu qu'on ne peut pas le mesurer, il y a déjà eu des pertes de rendement avant, et donc ça devait être supérieur à 300 milliards avant l'étude, le chiffrage du service de pollinisation. Alors, je continue sur mon idée, et je vais le prendre différemment, et notamment avec la ferme du Grand Laval. Je ne sais pas s'ils sont par là. Ouais, super. Bonjour la ferme du Grand Laval. Ma question est la suivante, c'est que, si j'ai bien compris, vous allez nous le dire en quelques mots,
votre approche, c'est que par une restauration et un changement de pratique, vous avez intégré totalement les pollinisateurs dans votre système. Est-ce que vous avez un peu un avant et un après en termes un peu de données économiques sur les rendements ou pas, ou c'est des choses que vous n'avez pas parce que vous êtes parti un peu de zéro et cet état zéro, j'ai envie de dire, vous ne l'aviez pas. Je ne sais pas si je suis clair dans ma question. Si, vous êtes super clair. Non, nous, on est... Bon, déjà, moi, je suis pas chercheur, je suis paysan. Et quand on est paysan, on a déjà beaucoup de choses à faire pour arriver à cet exploit de la production. Quoi. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, moi, j'étais quand même... sur la ferme, on était animé par cette question-là et on est parti d'une ferme un peu typique, post-remembrement. Vous pouvez nous dire, pour les gens, où c'est sud-est de la France, enfin sud-est, vallée du Rhône, entre Lyon et Marseille, à Valence. Et c'est quoi vos activités ? Et nous, polyculture élevage, donc on est aujourd'hui sur une 50aine d'hectares. On a brebis, arbots, poules et grandes cultures en vente directe, quelque chose de très diversifié. Et en fait, c'est un peu ça la clé en réalité, puisque le truc, c'est qu'on est parti, nous, dans le coin, dans la région, c'est plutôt une zone qui a été irriguée, avec la possibilité d'irriguer à partir du Rhône et de l'Isère, qui sont les deux principaux pourvoyeurs d'eau, et le Vercors à côté. Donc du coup, ça a orienté les coopératives sur les cultures irriguées d'été, avec notamment le développement du maïs. Donc quand vous traversez la vallée du Rhône, les paysages, hormis le Vercors, vous voyez surtout des champs de maïs, de céréales, de l'abandon progressif de l'arboriculture, pour des questions principalement de marché et sanitaire, et l'absence totale d'élevage, hormis dans les bâtiments, où là, il y a encore d'élevage visible, en fait. Mais en réalité, il y a beaucoup d'élevage qui est en bâtiment. Et d'ailleurs, toutes ces céréales sont faites pour ces bâtiments que sont principalement des volailles. C'est vraiment des stratégies commerciales. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on hérite donc de cette situation. Et dans cette situation, c'était ça un peu le truc le plus fascinant, le plus intéressant, c'est que on héritait de parcelles qui avaient été remembrées, donc plus d'habitat. Ouais. Bon, moi j'ai plutôt une vision naturaliste à la base, donc je voyais bien la situation, et en particulier des oiseaux. Et c'est la mise en place de la pratique de la polyculture élevage, et donc des infrastructures qui vont avec, qui ont fait que, en gros, la ferme a complètement changé d'orientation en termes de destinée des communautés animales et végétales, et en particulier les pollinisateurs. Les pollinisateurs visuels, que sont par exemple les papillons de jour, on est passé de rien, c'est-à-dire de très peu de choses. En fait, si vous traversez, comme je disais, un champ de maïs, à part un peu sur les plates-bandes, vous allez peut-être voir une pyride ou 2-3 choses comme ça, mais ça s'arrête là, en fait. Maintenant, vous traversez la ferme, il y a une trentaine d'espèces de papillons qui sont là, et c'est pareil pour les abeilles. Et en fait, même, voilà, Maxime me dit, c'est 65 espèces de papillons de jour maintenant présents sur la ferme. En fait, on a même pratiquement toutes les espèces qu'on peut atteindre, en fait. C'est-à-dire on peut pratiquement plus en rajouter. Et tout ça en 15 ans seulement. D'accord, ouais. Et le truc... bon, ce que je voulais surtout dire, parce que ça par rapport à ce qui s'est dit tout à l'heure à la question, là, on avait été un peu interpellés. Moi, j'ai l'impression que, en fait, les agriculteurs, les paysans, ils sont concentrés sur ce qu'ils font. Ils ont beaucoup de travail. Je ne veux pas les défendre, je ne veux pas prendre parti, mais c'est une réalité, quoi. Le gars qui a investi dans le développement du maïs, parce qu'il livre à la COP et c'est son modèle économique, et ben, il est concentré sur son travail. Et il a de l'espace de réflexion, mais il a quand même beaucoup de travail à mener, et toutes les activités amènent à ça. Mais par contre, on a quand même un outil aujourd'hui qui fait la différence, c'est qu'on a la politique agricole commune. Et cette politique agricole commune, aujourd'hui, il me semble que c'est l'outil absolu qui peut faire changer absolument toute la destinée de l'Europe, en fait, en réalité. Parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à post-guerre, elle a tout essayé, la PAC. Elle a tout essayé, elle a
subventionné pour la production, puis on a été en surproduction, après elle a subventionné sur certains types de production, etc. Et puis aujourd'hui, on est dans quelque chose qui est une espèce de gros sac. Il y a plein de choses qui sont considérées. Mais pourquoi aujourd'hui, compte tenu des enjeux, les Européens, ils ne se décident pas à conditionner 90% de la production aux enjeux de protection de l'environnement, en fait. Et les agriculteurs font leur boulot, mais en fait, on les conditionne à créer ce qui fait la différence. Et qu'est-ce qui fait la différence? Ce n'est pas votre champ, en fait. Quand vous êtes au milieu d'une parcelle de tournesol ou de maïs, que vous soyez en bio ou en ce que vous voulez, vous produisez, vous binez, vous détruisez les... Moi-même, si vous voulez, même en étant très très sensible, quand je passe ma bineuse et qu'il y a un nid de dictème criard ou de je sais pas quoi au milieu, je suis bien embêté, mais il faut y aller à un moment donné. Donc vous allez faire l'effort, si vous connaissez le nid, de soulever votre bineuse pour pas casser l'œuf, mais la plupart du temps vous le trouvez pas, et vous le savez que vous faites ça. Mais par contre, c'est tous ces habitats autour, périphériques, qui font la différence en fait. Et ces habitats-là, ils sont obligatoires. Vous pouvez pas vous en passer en fait. Nous, sur la ferme, ce qui a fait la différence, c'est que c'est la diversité de nos cultures, mais c'est quand même la diversité des habitats qu'on a créés, liés à nos pratiques, mais aussi à nos convictions. Maintenant, moi je pense que si on conditionne à tout ça, mais sérieusement, à l'échelle européenne, la différence, on va pouvoir retrouver vraiment quelque chose... Peut-être même qu'on n'a jamais eu d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de mythes à travers ça. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est le pas de temps que vous indiquez. Enfin, ça ne va pas être généralisé ou généralisable partout, mais vous parlez de 15 ans. C'est hyper... Moi, la plus grande découverte, c'est la rapidité, en fait. Ouais. Je ne veux pas être pessimiste, je ne veux pas être suroptimiste, mais j'ai été absolument bluffé par la rapidité de retour de la biodiversité sur un espace agricole. D'accord. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vais prendre peut-être une dernière question, en fait, oui, qui est là, qui est juste... Alors, deux, mais rapidement, ou deux questions-interventions. Là, au milieu, d'abord. Et puis, on va devoir conclure cette table ronde. Merci. Moi, j'avais une question. Alors, on a beaucoup parlé dans la table ronde, là, justement, des impacts du déclin des pollinisateurs sur les plantes cultivées et en termes de production. Moi, je voulais savoir s'il y avait eu des évaluations qui avaient été faites sur l'impact de la disparition des pollinisateurs sur les plantes sauvages. Et on sait que les interactions entre plantes et pollinisateurs sont hyper complexes, avec des réseaux qui sont parfois déjà très spécialisés, avec des pollinisateurs qui vont être vraiment spécifiques de certaines espèces de plantes. Est-ce qu'on sait combien aujourd'hui d'espèces de plantes sauvages sont menacées par ce déclin des pollinisateurs? Est-ce que ça a été évalué? Et je parle à l'heure actuelle, mais également dans le futur, parce qu'il y a des effets des fois de time lag qui sont assez importants. À partir du moment où un pollinisateur disparaît, la plante qui va dépendre de ce pollinisateur ne va pas forcément disparaître tout de suite. Et des fois, ça va être des effets très longs, 5 ans, 10 ans, peut-être plus, avant que ces espèces disparaissent. Est-ce que ça a été évalué? Et dans l'évaluation qui est faite aujourd'hui de ces impacts, est-ce qu'on n'est pas finalement en train d'évaluer la partie un peu émergée de l'iceberg? Et est-ce que quand on va se rendre compte que dans 10 ans, finalement, est-ce qu'on ne va pas se rendre compte que finalement, toute cette partie-là a été complètement sous-évaluée en termes d'impact économique aussi que ça représente? Voilà. Merci. L'un des deux? Oui. Beaucoup de questions. 80% des plantes dépendent de la pollinisation. Je sais pas, 300 abeilles spécialisées, voilà, donc qui dépendent de plantes. Donc il faut protéger ces plantes en particulier si on veut protéger les pollinisateurs. Pareil pour les papillons, pareil pour tous les insectes qui sont une spécialisation pour certaines plantes. Après, il y a toute une série de questions, mais je pense que Hugues, si tu veux compléter, ouais. Hugues. C'est juste qu'en fait, dans le parallèle décline, le super article de Nature de 2006, il y a une évaluation où on voit un repli des espèces qui sont pollinisées par les insectes et à la faveur des espèces qui sont pollinisées par le vent, ouais. Et une stabilisation des autogames. Donc ça montre qu'il y a déjà un emballement depuis 17 ans et un repli
2006. Hein. Ok, vraiment dernière question. Oui, c'était une question à l'intervention du paysan de la ferme de Laval, parce que vous avez dit, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est globalement les habitats périphériques qu'on a créés pour notre activité qui sont importants. Est-ce que vous auriez pu très rapidement nous les décrire, justement, ce que vous avez créé pour votre activité, s'il vous plaît? Vous redonnez le micro rapidement là-bas, et puis on arrête, parce que là, il faut qu'on arrête, et j'ai 2 consignes à vous donner. Oui, ça marche. Ah oui, les habitats, c'est les trucs, les classiques en fait. Hein. Nous, on n'a rien inventé. C'est les haies, les bandes enherbées, les mares, mais en abondance en fait. Ce qui compte, c'est vraiment que ce soit significatif. Par exemple, sur 17 hectares, on n'a pas fait une mare, on a fait 17 mares. Donc en fait, l'habitat mare devient très présent et vous avez les communautés de la zone humide qui sont réellement fonctionnelles. La haie, c'est pareil. On a fait un maillage de haies. Les bandes enherbées, toutes les parcelles, il y a une bande enherbée autour d'une parcelle. Donc en fait, chaque parcelle, et comme on est diversifié, c'est ça qui compte en fait. C'est comme on est diversifié dans nos pratiques, ça génère de l'hétérogénéité d'eux-mêmes en fait. Ouais. Mais j'imagine aussi qu'il y a une diversification des cultures et aussi des intercultures, voilà. Oui, mais c'est, enfin le truc qui est le plus c'est important, c'est que c'est la d'accord. pratique agricole qui génère elle-même de la diversité d'habitat. Et après, on a rajouté des petits trucs, des haies et tout ça, mais parce qu'aussi on en a besoin. On a des animaux, donc on a besoin de haies, etc. Ouais, je comprends. L'idée, c'est vraiment de faire des choses qui ne sont pas des actions favorables à la biodiversité, mais qui n'ont pas de sens sur la ferme. Donc en fait, c'est tout ce qu'on connaît classiquement, mais présent de façon abondante. C'est ça le truc. D'accord, ok. Je vais vraiment finir. Je suis désolé. Vincent, je voulais juste répondre à la question d'évaluation d'impact. Oui, mais juste rapidement. C'est juste pour repréciser que, en fait, les évaluations d'impact monétaires ou financières, ça se concentre que sur les biens marchands dont on a le prix sur le marché. C'est la seule possibilité pour voir cette valeur-là. Et c'est justement pour ça que j'insiste sur le fait qu'on ne peut pas se fier que sur ça. Du coup, les plantes sauvages ou même les plantes ou les cultures qui n'ont pas plus d'intérêt, on ne saura pas comment les évaluer financièrement, parce que même les gens dans le business, ils disent concrètement que même s'ils développent, des fois, ils achètent la service de pollinisation sur le marché, mais ils ne l'achètent pas pour toute leur culture, surtout pour certaines cultures qui ont une valeur importante et qui peuvent couvrir leurs coûts. Donc, ça répond aussi à la question de Vincent de tout à l'heure, comment on peut estimer le prix ou la valeur monétaire de ce déclin. On peut, mais sur certaines cultures vraiment spécifiques. J'entends bien. On va vraiment arrêter, Bertrand. Je vous propose que pour les gens qui n'ont pas pu intervenir, j'en suis désolé, mais il y a une pause maintenant. On va essayer de la préserver parce qu'on a toujours, comme d'habitude, une journée bien chargée. Donc ces temps de pause sont importants. On veut vraiment les sanctuariser. Vous allez pouvoir continuer à échanger entre vous.